Nickel, donc bienvenue à Inclure la QA tout au long de la production, version 0.85, not final, awaiting validation. Je vous préviens, certaines slides ne seront potentiellement pas finales. J'ai un peu sous-évalué tout le travail que c'était de préparer un talk, et je vais d'ailleurs probablement devoir speeder sur ce créneau d'une heure que nous avons, pour être sûr de vous donner un maximum d'informations. Je vais commencer par le sommaire, donc je vais vous faire une introduction d'abord de moi-même et surtout de moi-même en fait. Je vais vous présenter ensuite la QA et ensuite on va démarrer réellement le sujet. On va passer sur chaque phase de la production, donc conception, pré-production, production, post-launch. Et après je vais vous faire une conclusion et donner quelques suppléments. Alors pour commencer, vu que je vais parler beaucoup et qu'on n'aura peut-être pas énormément de temps pour les questions, je vous ai mis à disposition un formulaire. Si jamais vous êtes timide ou si on n'a pas le temps pour les questions, vous pouvez les mettre là-bas, vous pouvez joindre votre Discord ou votre adresse mail à partir de laquelle on peut échanger. Et pareil, je pourrais vous envoyer les slides si vous le souhaitez une fois qu'elles sont vraiment bien finies, mais elles seront de toute manière disponibles ce soir, a priori, sur mon portfolio que je vous donnerai en fin de présentation. Moi, je vous laisse scanner si vous avez encore besoin. Comptez jusqu'à 10. 1, 2, bon, ça ira. Alors, présentation, donc je m'appelle Vincent Dupont, je suis QA testeur à Slow Lab. J'ai été diplômé en 2020 de Game Design à Isard Digital, à Paris. J'ai maintenant 4 années d'expérience dans l'industrie, 3 en QA et 1 en score et en level design. J'ai travaillé principalement sur ces 8 sorties commerciales, des fois en tant que stagiaire, des fois en tant que contractuel, et pareil, des fois en score level design, notamment sur Just Dance, et un peu en level design sur un truc tech que j'ai pas référencé ici. Et après, sur tous les autres projets, j'ai bossé dessus en tant que QA. Et je suis actuellement sur Rematch à Slow Clap depuis 1 an, et nous sortons le jeu cet été, donc si jamais vous voulez wishlist, c'est toujours ça de prix. Faut penser à ma prime. Alors, ce que je fais d'autre aussi sur mon temps libre occasionnellement, c'est être auteur ou community manager pour le webzine Tony Trual, petite promo. J'ai pas énormément d'articles dessus, mais il y a des trucs un peu sympas. Et puis, je vais bientôt sortir un sujet sur la concert étiquette, si jamais ça vous intéresse. Mais on va vraiment attaquer le sujet. Donc d'abord, le contexte du talk aujourd'hui, pourquoi je viens vous parler. Donc déjà, le sujet est sous-représenté, que ce soit en termes de formation, d'enseignement dans vos formations et en fait dans l'industrie. On est clairement le poste le plus précaire et il n'y a pas vraiment de honte à le dire. Aussi, en reconsultant les dernières programmations des jeux EGC, ce n'est pas une attaque envers les précédents organisateurs, vous inquiétez pas, je n'ai malgré tout pas trouvé de conférence qui parle de la QA. Et du coup, la très aimable et gentille équipe d'organisation de cette année a décidé qu'il était peut-être temps et donc a fait appel à moi. J'essaie de ne pas vous décevoir. Mais aussi sur des événements majeurs plus généralistes, typiquement la GDC ou le Game Camp que vous irez peut-être visiter un jour. La portion de présentation QA est extrêmement infime, voire minime. Vous aurez peut-être des talks de game design ou de production qui pourront faire référence un peu à ce domaine, mais rares sont les conférences entièrement dédiées à ce sujet. Alors sur le thème de inclure la QA tout au long de la production, pourquoi avoir choisi un thème un peu généraliste par rapport à la QA? D'abord, je pense que la plupart d'entre vous dans la salle n'êtes pas QA et qu'une autre grande partie d'entre vous n'allez probablement pas l'être dans vos carrières. Donc comme vous n'avez pas forcément une connaissance très étendue de ma discipline, et c'est parfaitement normal, j'ai préféré pencher vers un sujet plus généraliste pour un peu vous accompagner, vous aider sur les sujets un peu techniques que je maîtrise, entre guillemets, par rapport à la QA. Je compterais le live service, par exemple, et la compliance. En fait, ce sont 2 sujets qui sont très couverts par des NDA, soit des NDA des constructeurs, pour le sujet de la compliance, je vous expliquerai un peu tout ça après, soit en fait, ma NDA de mes différents studios. Donc, désolé, je ne pourrais pas vous parler de ça vraiment très techniquement, très en détail. Et puis, en fait, j'ai choisi au final de rester sur l'organisation et la gestion parce que ça parle à tout le monde, ça va concerner vos équipes, et en fait, ces équipes que vous rejoindrez vont toutes interagir à un moment donné avec la QA. Sur le format de la présentation, j'ai choisi de ne pas faire un retour d'XP, pour plusieurs raisons. Déjà, pour être très franc avec vous, je n'ai pas fait de production entière de la conception au post-launch. C'est rare, notamment pour des QA, de le faire, mais c'est un peu tout le but de ma présentation, c'est vous présenter que c'est finalement peut-être possible, c'est envisageable. Mais j'ai pas eu cette occasion-là, je suis principalement arrivé à des étapes de production, milieu de production, pré-alpha par exemple, et j'ai travaillé énormément aussi en post-launch et sur du live service. Il y a 2 projets sur lesquels j'ai bossé qui font un peu exception à cette arrivée dans la prod, c'était Crossblitz et Rematch, où je suis arrivé plutôt sur la pré-prod.
Et du coup, pour le premier jeu, en fait, c'est encore en early access, et l'envergure du projet est certainement moins importante de par sa taille d'équipe et le nombre de QA qui sont alloués, donc peut-être moins représentatif de ce que vous allez connaître dans l'industrie. Et pour Image, en fait, tout simple, le jeu n'est pas encore sorti, donc l'expérience que je vous partage ne serait que partielle, et en plus de ça, elle casserait ma NDA. Donc je ne peux pas vous en parler, désolé. Sur le titre de la conférence, pourquoi tout au long de la production? En fait, je vais vous partager quelques anecdotes sur mes expériences. Quand je suis arrivé à Bandai, par exemple, en 2020, j'ai eu à échanger avec une autre project manager qui était allouée à Dragon Ball FighterZ, sorti en 2016, qui du coup avait encore des rounds de tests à booker sur le jeu 4 ans après, pour des nouveaux persos. À l'inverse, ce que j'ai pu voir aussi à Dotemu, notamment sur certains des projets que nous avons pu éditer, il arrive que certains besoins ponctuels, quand un département fonctionne comme je l'imagine plutôt bien, peuvent intervenir en fait beaucoup plus tôt dès la pré-production et potentiellement dès la conception. Donc en fait, il n'y a pas de timing idéal, de timing le plus optimal pour faire intervenir. Il n'y a pas de solution miracle non plus. C'est pour cette raison-là que je précise tout au long de la production. En termes de source de ma présentation, une autre anecdote personnelle, quand j'ai rejoint Slowclap il y a 1 an, j'avais aussi une proposition pour rejoindre un début de studio, enfin un studio qui émergeait, qui travaillait sur Order Build Game. Et il n'avait pas encore pour l'instant de département QA, il m'avait proposé de le démarrer, mais pour des raisons perso, j'ai fini par pencher vers Slowclap. Cette conférence est un peu le moyen pour moi, 1 an après, de me dire, bon, si j'avais fait cet autre choix, qu'est-ce que j'aurais mis en place si je devais démarrer un département QA from scratch. Et c'est ce que je vais essayer de vous aider à faire à travers cette conférence. Aussi, je me suis aidé un peu des retours d'expérience d'une dizaine de mes contacts, pour la plupart QA, mais certains aussi maintenant à des postes de producteurs. Et je les ai un peu disséminés à travers la production, à travers la présentation. Je les remercie évidemment à la fin de la presse. Maintenant, on va pouvoir passer à la présentation de la QA en elle-même. Alors, qu'est-ce que la QA? Ensuite, quelles sont les équipes de QA? Quelles sont les spécialisations dans la QA? Comment on se forme à la QA? Et quels sont un peu les métiers archétypes de la QA? Que veut dire QA? Quality Assurance, ou parfois Quality Control, ou parfois Quality Validation, contrôle, assure, valide la qualité d'un produit. Bon, vous l'aurez deviné. La QA existe aussi dans toutes sortes d'autres industries qui ne sont pas logicielles, donc alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, aéronautiques, etc. Et pour le développement logiciel, pas juste de jeux vidéo, elle est vraiment essentielle. Elle mitige les risques, elle accélère le rythme de la production, elle s'axe autour de la qualité du jeu et donc forcément de l'expérience utilisatrice. En termes d'équipe, vous allez en trouver un peu dans tous les types de studios. Par exemple, dans les studios de développement, ces équipes, elles viennent généralement en aide sur des projets qui sont développés ou co-développés par le studio dont ils font partie. Ces équipes bénéficient d'une proximité directe aux programmeurs, designers, animateurs, etc., ce qui leur permet de toujours être un peu au courant, quoi. Ils ont accès au projet même in-engine, et donc les testeurs sont généralement dispatchés par feature et participent aux réunions daily, weekly de ces features-là et peuvent intervenir en continu sur un seul et même projet et une seule et même feature. Dans l'édition, ça ne se passe pas de la même manière. Généralement, le département se compose à minima de lead ou de project manager QA à qui on va assigner des projets. Ces project managers, eux, vont définir le travail à faire sur le projet, un peu au même titre que le font les leads dans le développement. Ils assignent des ressources, principalement externes, on va en parler après, et possiblement internes selon le nombre de testeurs qui ont été employés par le studio, parce que ce n'est pas du tout une constante que des éditeurs emploient des testeurs. Selon les deals, le département QA d'un publisher peut se greffer à une équipe qui est déjà existante dans le studio de développement avec lequel il travaille, ou alors ce département QA du publisher peut prendre la charge entière de ce travail. Leur responsabilité inclut aussi la participation à la validation ou la non-validation d'une milestone, en indiquant leur propre input sur la stabilité du jeu, mais aussi possiblement des retours plus analytiques sur la qualité pure de la direction créative, direction artistique, etc. Ils se joignent à des équipes qu'on pourrait nommer éditoriales ou de line ou game content design. Les studios d'outsourcing sont les studios avec lesquels vous allez aussi très probablement travailler. Ce sont des studios qui présentent des hiérarchies plutôt similaires, avec des leads, avec des testeurs. Mais les services qu'ils fournissent sont beaucoup plus larges que ce que vous pourrez trouver dans des studios de développement ou d'édition. Généralement, vous allez prendre un full package chez ces prestataires-là
pour tous les types de tests que je vais vous évoquer dans la slide d'après. Et enfin, les constructeurs ou les first parties, donc je parle de Sony, Nintendo, Microsoft, etc. Ils ont aussi des équipes qui débutent tout simplement par l'équipe CertOps. Alors, je l'ai mis en dessous de la slide, mais l'équipe CertOps, c'est l'équipe de testeurs internes qui va s'assurer que les projets qui sont soumis pour sortir sur les modèles, sur les consoles qui sont sortis par ce constructeur, sont conformes à l'ensemble des fonctionnalités que ces systèmes de jeu proposent. Il arrive aussi que du coup ces constructeurs éditent des jeux, par exemple PlayStation Studios qui travaillent sur God of War, qui travaillent sur Spider-Man, etc. Dans ce cas-là, ils peuvent avoir des équipes aussi internes de testeurs qui viennent accompagner les studios de développement. Maintenant, on va parler des spécialisations en QA. Il y en a 3 principales, la fonctionnalité, la compliance ou conformité et la localisation. Si vous avez entendu à un moment le terme de testeur de jeux vidéo, il fera très certainement référence au métier de FQA. Ces équipes s'occupent de vérifier la stabilité de l'ensemble des fonctions et des actions incluses dans le jeu. Ça comprend les 3C, les modes solo, multi, mécanique, système de jeu, traversabilité, séquence narrative, PNG, etc. PNG, pardon. Ensuite, vous pourrez trouver les équipes de conformité, qui sont généralement d'effectifs bien plus réduits sur un seul projet, qui, donc, elles, suivent la conformité du projet aux règles imposées par le constructeur. Ces règles se prénomment Load Check, par exemple pour Nintendo, Xbox Requirement pour Microsoft et Technical Requirement Checklist par Sony. Ces règles sont en place déjà depuis plusieurs dizaines d'années et elles permettent aux développeurs de vérifier la compatibilité de leurs produits aux fonctionnalités d'une plateforme et elles permettent aux constructeurs et first party de proposer aux joueurs des produits adaptés au système de jeu qu'ils vendent. Ces CQA se trouvent logiquement dans un premier temps chez les constructeurs et s'occupent de faire ce travail de vérification de conformité pour valider ou refuser la sortie d'un jeu, ou de patch ou de DLC. Mais on les trouve aussi en très grand nombre dans les studios d'outsourcing donc. Vu que c'est une étape qui est inévitable et essentielle dans la sortie de jeux sur plateforme, sur console, forcément, les studios de développement et d'édition n'y échappent pas, mais ils n'ont pas forcément le nombre de projets suffisants pour pouvoir recruter un compliance tester à temps plein. C'est pour cette raison-là qu'ils font appel à des studios d'outsourcing qui se chargeront de ce travail-là. Les LQA maintenant, donc c'est les analystes ou les testeurs qui s'occupent de la localisation du jeu. Pour information, warning, la localisation QA, ça ne va pas inclure le doublage, le travail de doubler le jeu ou le travail de traduire le jeu, ça va être vraiment toujours juste la vérification. Généralement, ces QA-là interviennent vraiment tardivement dans la production car il est vraiment nécessaire que l'entièreté du travail de log soit achevée pour qu'il puisse débuter. Toute nouvelle trad ou tout nouveau doublage implémenté élève les risques de casse et ainsi des potentiels fails de soumission quand c'est envoyé aux first parties. Donc, essentiel qu'ils interviennent vraiment à toute fin pour éviter toute nouvelle ronde de tests et d'argent qui se perd et se perd. Contrairement aux CQA ou aux LQA, les FQA, théoriquement, ne finissent jamais leur travail. Quand il s'agit de vérifier la bonne traduction d'un texte ou la bonne application d'une règle, il n'y a pas 100 scénarios de tests différents possibles. Quand il s'agit d'interagir avec une mécanique, une IA dans un level design, les combinaisons d'interactions sont presque infinies et donc les bugs qui en découlent tout aussi nombreux. C'est pour cette raison que vous verrez dans un jeu sorti bien plus de bugs de fonctionnalité que de bugs de localisation ou de compliance. Enfin, vous avez certainement entendu parler de playtesters. Alors, ces playtesters ne sont pas employés de studio, ce sont des joueurs externes à qui on fait appel pour tester la qualité propre du jeu et non pas sa stabilité. On leur demande leur ressenti sur l'expérience du jeu qu'ils traversent, partiellement ou en intégralité. Et on peut aussi recruter des playtesters pour combler sur des tests nécessaires à la fonctionnalité du jeu, comme par exemple des AB tests, des focus group pour du marketing ou du game design, voire même des tests de charge à but de stresser les serveurs en ligne et vérifier leur fiabilité. Même si ces personnes peuvent être amenées à interagir avec un département QA, elles n'en font donc vraiment pas partie. La formation. Alors, en QA logiciel, il est recommandé de suivre une formation d'informatique et choisir cette voie comme spécialisation à part entière, ce qui amène donc à l'apprentissage de langages de programmation spécifiques fréquemment utilisés pour l'automatisation de tests. Les certifications ISTQB sont particulièrement populaires et les offres de QA dans le logiciel sont très souvent prises d'assaut par les personnes diplômées en sciences informatiques. Pour la QA de jeux vidéo, la question est tout autre. En prenant en considération la forme des tests et les besoins en main-d'œuvre humaine, un diplôme d'ingénieur ou un master ne sont vraiment pas requis. Généralement, un DUT ou une licence en game design ou en programmation feront l'affaire et dispensent normalement à la fois quelques cours en QA ou d'autres cours qui peuvent servir pour la QA. Aussi, et sans connaître les chiffres exacts, je pense affirmer avec certitude que le poste d'entrée dans la QA, celui de testeur,
est le poste le plus accessible de l'industrie. Mais c'est aussi le poste le plus simple à quitter pour un mouvement interne vers un autre poste ou une autre équipe. Dans mes 4 années d'expérience d'industrie, dans des départements de design ou de programmation par exemple, j'ai rarement vu des changements de job title autres que des indicateurs de seniorité. Pour la QA par contre, je pourrais citer peut-être une dizaine de personnes qui sont parties vers le release management, vers le game design, le LAM design, la production, etc. Je vais vous présenter quelques postes de QA. Donc vous allez avoir par exemple le Head of Quality ou le Quality Manager qui s'occupe de certifier la qualité de l'ensemble des projets développés ou publiés par le studio, de définir les budgets, manager toutes les équipes, répartir les projets pour les leads et les test coordinateurs et valider l'allocation de ressources. Généralement, cette personne communique avec les autres execs ou head of de département du studio. Vous aurez ensuite les QA Project Managers ou producers qui, eux, sont garants des plannings et des budgets QA sur des projets qui leur sont alloués, s'occupent de l'allocation des ressources externes et d'aider sur les soumissions, les releases et aussi la transmission de build et la documentation. Ils communiquent généralement avec les autres producers et les autres leads d'équipe. Vous aurez ensuite les lead QA ou les test ordinateurs qui, eux, suivent au plus près les équipes d'analystes testeurs qui sont assignés à leur projet. Ils vérifient aussi la qualité des tickets qui sont remontés par les analystes. Ils adaptent les priorités de tickets selon les instructions du QA PM du producteur. Et ils rédigent les test plans et les rapports spécifiques au projet entier. Alors, tous ces termes-là, je vais vous les expliquer plus tard dans la présentation, pas d'inquiétude. Ils interviennent aussi occasionnellement à la place des analystes sur des réunions plus globales vis-à-vis d'un projet. Enfin, ce que je nomme de analystes ou spécialistes ou testeurs, nos testeurs, eux, ils statuent sur la fonctionnalité du jeu, ils performent les tests demandés par le lead ou le test coordinateur, ils reportent des bugs dans la base de données, régressent les bugs corrigés, ils sont garants en gros du niveau de qualité d'une feature. Et enfin, le poste de dev tester, c'est un poste très similaire au celui du QA analyste. Ses missions sont similaires, mais généralement, il n'opère vraiment que dans le moteur de jeu et il peut aider les programmeurs ou les tool programmeurs sur la conception de nouveaux debugs. Bon, il y a d'autres postes, il y a des spécificités sur les testeurs de conformité, testeurs de localisation, mais bon, vous avez compris à peu près déjà l'essentiel. Maintenant que je vous ai présenté la QA, j'espère que c'était un peu plus clair. Je vais débunker 3 idées reçues qu'on peut avoir vis-à-vis de notre département et qui vont un peu à l'encontre du thème de ma présentation et du propos que j'essaye de présenter. Ces 3 idées, ça va être « et si d'autres équipes faisaient de la QA ?» et si on attendait tel milestone relativement tardive pour faire intervenir la QA, et si on externalisait l'ensemble de la QA. Alors, est-ce que d'autres équipes peuvent faire de la QA? Non. Évidemment, c'est essentiel pour les devs et les designers de rapidement tester leurs modifications, leur travail. Et ce, même avant de balancer une change list dans le versionning, dans la version de jeu, etc. Ça leur permet d'éviter de devoir réitérer bêtement sur une fonctionnalité simple. Et ça aussi évite de faire perdre du temps au QA. Mais ce travail-là n'a rien à voir avec le travail de debug, qui lui ne peut être que facilité par un QA. Ce QA aura l'expérience, les méthodes et les pratiques pour déterminer les tests essentiels à faire sur une fonctionnalité et donc les accomplir ensuite. Aussi, ça prendrait énormément de temps si c'était les devs ou les designers qui s'occupaient de faire le QA et ça ralentirait bien trop la production. Enfin, une des qualités vraiment essentielles de la QA, c'est la mémoire. Et j'imagine que c'est une qualité qui est un peu requise partout, mais quand vous demandez à des designers de retenir tout leur travail habituel en plus du niveau de connaissance qui est requis par les QA testeurs, en fait, ils vont juste s'y perdre. Donc, c'est vraiment pas essentiel. Et ça, on attendait X ou Y milestone pour faire intervenir la QA, par exemple l'alpha ou la bêta. Une milestone relativement tardive dans la production. Alors déjà, c'est priver le QA de se familiariser avec le code, le visual scripting et le design. C'est aussi possiblement les empêcher d'obtenir du debug et des tools pour l'accomplissement de leur travail, car plus le temps de les produire. C'est aussi prévenir le trial and error d'exister dans le studio, et c'est prendre de plus gros risques sur les productions suivantes. Et enfin, il n'est pas nécessaire d'attendre aussi tardivement dans la production quand on développe ou qu'on édite plusieurs projets en même temps. Ce ne sera pas le cas de l'ensemble d'entre vous, mais pour ceux qui auront plusieurs projets dans le même studio, ce n'est pas forcément nécessaire. Enfin, si on externalisait l'ensemble de l'assurance qualité. Déjà, ça ne fonctionne pas si on n'a pas de passerelle d'intermédiaire en interne.
et un spécialiste qui comprend le travail de QA, qui comprend la hiérarchie, qui comprend les process et les méthodes. Aussi, ça nuit inévitablement au partage de connaissances interpôles, parce que la communication n'est pas forcément facilitée entre ces pôles QA externes et les équipes de développement interne. Ça peut provoquer un certain détachement émotionnel de ces équipes externes vis-à-vis du projet, vu que ce n'est pas le projet de leur studio. Et ça octroie très peu de contrôle sur la composition de l'équipe de test et surtout sur le turnover. Et la préservation des connaissances et de la familiarisation du projet, c'est peut-être une des denrées les plus précieuses que vous pourriez avoir. Et enfin, le dernier argument, qui est un que j'ai vraiment découvert durant la production et auquel je ne m'attendais pas forcément, ça va être le contexte météorologique, le contexte sanitaire, voire le contexte géopolitique de la région où vous faites vos tests. Je vais vous donner quelques exemples. Quand j'ai travaillé à Bandai Namco, on a eu des équipes qui étaient outsourcées en Inde et ces équipes-là n'ont pas été en mesure de travailler pendant 2 ou 3 jours parce qu'il y a eu d'énormes inondations dans la ville où ils travaillaient. Donc, accès impossible au studio, bien évidemment. Dans le contexte sanitaire, je vais parler de Just Dance 2023 qui se fait en collaboration avec Ubisoft Shanghai. 2023 a été développé en 2022. En 2022, la Chine a eu une politique, ou en tout cas au moins Shanghai, une politique de confinement qui est revenue, confinement très strict. Et donc du coup, une grande partie des équipes n'ont pas pu revenir au studio et n'étaient pas en mesure de travailler à distance. Enfin, géopolitique. En même temps que j'étais à Ubisoft Paris en 2022, j'ai aussi vu l'impact du début du conflit de la guerre en Ukraine. Et forcément, les implications dans d'autres projets quand Ubisoft Kiev n'était plus en mesure de travailler. Et puis en fait, beaucoup plus simplement et moins dramatiquement, les problèmes de connexion ou les problèmes d'électricité. C'est débile, mais ça vous arrivera à tous, ça nous est arrivé. Et c'est quelque chose qui est difficilement prévisible, sauf que le process de QA, lui, ne devrait être que difficilement ralenti, quoi. On limite ça au maximum. Donc, si vous avez des équipes dispatchées un peu partout dans le monde, 2 ou 3, même en interne, si une de ces équipes n'est plus en capacité de travailler, vous avez toujours les autres équipes qui peuvent reprendre leur travail et faire continuer la production. Maintenant qu'on a fini la présentation de la QA et le debunk de ces idées reçues que je veux absolument combattre, on va pouvoir commencer vraiment la présentation et passer à la phase de concept. Mais je vais d'abord boire 2 secondes. J'ai rarement eu la pâteuse comme ça. Alors, excusez-moi. La phase de conception. Donc, si vous démarrez votre premier jeu, votre premier studio de développement, il n'y a pratiquement aucune chance qu'une personne soit attitrée à la QA. Pour un studio de dev ou d'édition qui n'en est pas à son premier jeu et qui, a priori, n'a pas viré l'entièreté du département QA, il est possible que la tête du département participe au kick-off ou à d'autres réunions en rapport au jeu à venir, sans pour autant y être assigné ou sans y assigner quelqu'un de son équipe. Votre objectif en sortie de conception, c'est d'avoir un pitch suffisamment convaincant pour débuter la production d'un vertical slice, d'une démo, d'une first playable en pré-production. Et cette version de jeu, elle vous permettra de dégoter un publisher ou d'obtenir la validation d'une équipe éditoriale ou de la direction du studio, et vous pourrez ainsi vraiment partir en production. Généralement, ou idéalement, à la fin de la conception, vous pouvez vous accompagner d'un prototype qui n'aura pas le contenu ou le polish d'une vertical slice, mais qui tiendra suffisamment la route pour vendre une mécanique de gameplay, des intentions de direction artistique et sonore, et si on a de la chance, un pitch narratif. Même si une routine QA ne sera donc certainement pas déjà mise en place, il existe des obligations et des questionnements auxquels il peut être utile de se confronter juste avant de partir dans pré-production, quand le vrai travail débute. Alors, par rapport au concept, je vais splitter en 3 parties, planification, organisation, documentation et test. Je vais suivre un peu ce format-là pour chacune des phases de la production pour un peu vous aider à trier les différentes tâches à faire. Planification et orga en conception. D'abord, vous allez avoir la construction de la roadmap de production. Par la définition de la durée de production, découlent d'autres données et informations essentielles sur le projet, telles que le budget alloué et le nombre de salariés par département ou leur timing d'arrivée dans la production. J'ai commencé à partir que je n'ai pas fini de vous présenter les autres trucs dont je vous parlerai. Désolé. Je vous parlerai plus tard de la définition du concept et ses aboutissants et de l'outsourcing QA et des méthodes QA. Reprenons. Cette construction de la roadmap permet aussi de déterminer quand vont arriver d'autres milestones importantes, soit seulement qualité, soit production du jeu overall, qui
qui auront lieu dans l'ensemble de la production, comme par exemple les milestones, les process de validation, de master check et donc de soumission aux first parties, le dev ou le portage sur des consoles, la localisation, doublage, playtest, blablabla. Vous pouvez y lire. Pour chacun de ces exemples, la QA a un rôle à jouer. Je vais essayer d'illustrer pour certains d'entre eux. Malheureusement, on n'a qu'une heure, je ne pourrai pas tout faire. Ensuite, la définition du concept et ses aboutissants. Vous doutez que être QA sur League of Legends n'a pas grand-chose à voir avec être QA sur Mario Party. Quoique. Par exemple, quand vous définissez votre concept, vous allez établir des métriques, des infos comme le nombre de joueurs, est-ce que c'est coopératif, compétitif, est-ce que c'est en local, en ligne, les modes de jeu, etc. Toutes ces informations-là vont influencer votre stratégie QA sur l'ensemble de la production. Vous ne serez pas en mesure de prédire l'entièreté des mécaniques de jeu qui arriveront par la suite, évidemment, mais malgré tout, vous pouvez avoir un peu une vue d'ensemble de tout ce que vous aurez à faire après et des spécificités du projet. Je vais parler maintenant de l'outsourcing QA, qui est un sujet un peu essentiel en conception. Dans le cas où vous démarriez votre première prod ou que le contrat signé avec le prestataire QA du précédent projet se conclut, il est alors temps d'envisager un nouveau benchmark des partenaires existants qui pourront vous accompagner sur le prochain projet. Évidemment, la QA n'est pas le seul domaine affecté par l'outsourcing. Il arrive que d'autres départements fassent eux aussi appel à des prestataires externes. Je pourrais citer par exemple la composition ou le doublage, l'outsourcing art pour par exemple de l'environnement ou du Cara Art, les contrats de freelance pour la programmation ou tout simplement les agences de PR et marketing et communication, etc. Votre Presta QA, c'est un peu comme un séjour en vacances. Il y a toutes sortes de créneaux horaires. Il est possible de se limiter au minimum fonctionnel ou d'élargir et pencher vers le package all-inclusive. Vous pouvez pencher vers des équipes plutôt francophones ou internationales et vous pouvez apporter vos templates ou demander qu'ils en fournissent. Cette étape de benchmark prend du temps et elle intervient en plusieurs étapes. Par exemple, vous allez devoir lister les potentiels candidats, par quel canal ils sont fait connaître, que ce soit bouche à oreille, expérience précédente, démarchage, etc. Vous allez devoir lancer les communications et en faisant ça, présenter le projet et toutes ses implications, dont je parlais juste avant sur la définition du concept. Vous allez aussi devoir présenter vos besoins en type et fréquence de test, le nombre de ressources nécessaires, la liste de plateformes visées pour la sortie, ainsi qu'idéalement la roadmap que vous avez produite, indiquant les milestones majeurs et, si on est très chanceux, une release date. C'est facultatif, mais vous pouvez aussi tenter d'envoyer un proto ou un trailer pour faciliter un peu la mise en contexte. Je vais vous lister, je ne les ai pas mis du tout dans la conf, mais par exemple en Presta, vous pouvez avoir Global Step, Keywords, que vous avez sûrement entendu, Testronic, Ball to Win, enfin bref, il y en a des dizaines un peu partout dans le monde. Il est important de se rappeler par contre que plus on progresse dans la prod, plus il devient difficile de changer de prestataire. La familiarisation et les connaissances acquises et développées durant la prod, comme je le disais plus tôt, sont des denrées vraiment précieuses que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous pourrez enrichir vos ressources QA en ajoutant de nouveaux prestataires ou en élargissant votre département interne, mais vous en débarrasser, c'est vraiment un no-go. Enfin, les méthodes QA. Durant la transition entre deux projets, selon l'effectif de l'équipe, du travail à faire en post-lunch pour le projet précédent, il arrive que le manager, accompagné des leads, revoie ensemble les processus et méthodes QA déjà en place et mesure leur efficacité. Ces modifications viennent notamment des post-mortem, dont je vais vous parler en toute fin de presse, qui est une doc très utile qui justement récompense un peu incite et récompense le trial and error, dont je parlais aussi plus tôt dans la production. Et c'est notamment le bon timing pour s'y lancer parce que c'est techniquement le moment le plus safe de la production. Normalement, vous êtes en fin de production précédente, le jeu est sorti, il y a l'argent qui est rentré, et vous démarrez le projet d'après. Vous n'êtes pas dans le stress de la production, c'est le moment ou jamais de tenter de nouvelles méthodes de travail. On va passer maintenant au travail de documentation dans la phase de la conception. Je vais parler d'abord du setup de wiki, et en fait, c'est le seul sujet dont je vais vous parler de documentation de la conception. Alors, qu'est-ce que les wikis? Alors déjà, les wikis... D'abord, les Knowledge Manager et Technical Documentation Manager ne se trouvent principalement que dans les studios établis. Et il est primordial que le partage de pratiques et connaissances s'opère de façon autonome, département par département, QA comprise. En investissant dans un wiki interne, vous limitez la perte de temps à expliquer et réexpliquer comment obtenir des accès, dérouler certains process, faire fonctionner une feature, préparer un setup, etc.
Certains des softwares incluent par exemple Confluence, Notion, Clipper. Dans le AAA comme Ubisoft Paris, il est possible de compter dans votre onboarding des formations courtes obligatoires qui sont destinées à l'intégralité des nouveaux arrivants, quel que soit leur projet ou leur poste, comme pour par exemple Jira ou Perforce ou Microsoft Teams. Dans des studios plus réduits, l'onboarding peut se limiter à la préparation du poste de travail et le partage d'un wiki plus ou moins fourni donc. Je suis complètement en retard sur mes prêts, je suis désolé. La QA dans le wiki, alors, pour le contenu, ça peut varier si vous êtes dev ou si vous êtes éditeur. Plusieurs critères variés. Alors, d'abord, c'est important d'avoir accès à ce wiki-là parce que du coup, plusieurs critères variés peuvent influencer la lecture et la compréhension du jeu par des analystes qui arrivent sur un projet qui ne le connaissent pas. Car c'est des situations qui peuvent arriver en éditeur. Un besoin soudain émerge sur un projet en particulier. Vous faites appel à d'autres ressources. Ces ressources n'ont pas forcément le temps de se familiariser au projet. Elles peuvent donc se servir du wiki pour ça. Vos testeurs, par contre, ils n'ont pas tous la même connaissance ou la même culture vidéoludique. Donc, ils n'ont pas forcément tous la même facilité ou la même compréhension et lecture du jeu. D'où l'intérêt de ce wiki-là. Je fais cette précision qui est importante. Les wikis ne sont pas des supports de tests comme des tests plans. Ce sont d'autres sources généralement et ils peuvent enseigner des choses comme la création de comptes utilisateurs, le déploiement de builds sur des branches Steam ou sur des test kits, l'utilisation d'outils de debug. Bon bref, je vous laisse lire la suite. Ça fait à peu près le tour du travail de documentation qui peut être fait pour la conception et je vais parler très rapidement des tests. Comme je le disais plus tôt, ils vont être minimes. Généralement, ça va être soit de la validation de proto, soit des playtests de validation du concept, qui n'est pas forcément un travail de QA propre. Validation du proto, il est peu probable de déjà réaliser des tests récurrents à ce stade. Cela ne veut pas dire pour autant qu'aucun ne peut avoir lieu. Par exemple, la validation d'un prototype peut inclure une rapide phase de debug qui nécessitera la participation d'un analyste sur une période très réduite, comme juste quelques jours ou une semaine. Puisque nous sommes qu'à la conception, la majeure partie des processus habituels QA que je vais détailler ensuite ne sont pas déjà mis en place. À côté, la validation d'un concept. La QA, au même titre que d'autres équipes, manipulant fréquemment le moteur de jeu ou les builds de jeu, sont généralement les premiers conviés pour donner un avis critique sur l'UX d'un jeu, ou le game feel, même au simple stade de prototype. Puisque les enjeux de la présentation d'un prototype ou un publisher où la signature d'un projet pour ce publisher sont un poil élevés, les décisionnaires peuvent décider d'impliquer ces autres départements, équipe éditoriale, designer, producteur, mais les QA aussi. Selon la confidentialité du projet, notamment si vous faites un jeu sur une IP très connue, il est possible que ce soit seulement un manager ou un lead qui soit envoyé pour la découverte du projet et que ce ne soit pas des testeurs ou des analystes. Voilà, c'est à peu près tout le travail qui est fait en conception. On arrive en pré-production, félicitations, vous avez un proto, vous avez signé un contrat, vous pouvez partir préparer une vertical slice. Grâce au travail d'évaluation, de prédiction et de prévention de ce que le jeu va devenir, vous allez pouvoir allouer vos premières ressources, idéalement déjà à temps plein sur le projet. Et vous avez préparé tout le setup nécessaire pour que leur travail puisse immédiatement débuter et être en mesure de répondre au plus tôt aux besoins des équipes et à déjà remplir la base de données de tickets. Je vais de nouveau vous parler de planification d'organisation, de documentation et de tests. Pour la planification et l'organisation, je vais parler de la production de build et la mise en place de supports de travail avec spécifiquement comme en phase la base de données, les dashboards, les filtres et d'autres choses que je vous détaillerai. Idéalement, ce travail est déjà fait durant la conception, mais dans la réalité, vu que les studios sont un peu réticents à mettre des QA un peu trop tôt, ça peut être fait pendant la pré-prod. Côté développeur, il est même possible, par exemple, que la core team gatekeep complètement le projet et que vous n'arrivez en pré-pod et ne découvrez le projet qu'à ce moment-là, et qu'il n'y ait même pas eu de rumeurs ou de discussions qui aient été engagées avec les départements QA. Dans ce cas-là, vous déplacez toutes les présentes tâches que j'ai listées en conception à ce moment-là, et vous allez également continuer avec ces deux nouvelles tâches, par exemple, que je vais vous détailler tout de suite. Donc déjà, la production de build. Une fois que vous avez pu observer le nombre de personnes allouées au projet et la vitesse de développement après les premiers sprints, ainsi que la quantité de contenu qui est déjà testable, il est essentiel de convenir d'une fréquence de délivrance de build, et ainsi le nombre de modifications ou changelist qui sont généralement comprises entre chaque nouvelle build.
Ce rythme de délivrance de build peut influencer. Par exemple, si vous travaillez dans une équipe très large, que vous avez un nombre de features important, que vous avez des sessions de test qui doivent être très rapides, très récurrentes, ou que vous avez des modes multijoueurs par exemple, vous pouvez opter pour des builds quotidiennes. À l'inverse, si vous avez des modes de jeu riches, comme des campagnes solo, délivrées par large chunk, ou par exemple une équipe de dev plus réduite, ou des besoins de test en profondeur, et dans ce cas-là, vous allez peut-être choisir de faire une build toutes les semaines. Pour rappel, très très important, ce rythme de délivrance de build, il n'est pas fixé dans le marbre, hein. Il n'est pas gravé dans le marbre. Il est probable d'ailleurs que ce rythme s'accélérera au fur et à mesure de la production et que vous vous rapprochez des premières milestones. Et aussi, surtout, il ne doit pas nécessairement être équivalent sur l'ensemble des workspaces ou de branches d'un projet. Maintenant, je vais parler un peu des dashboards, des filtres, tools, etc. etc. Donc je reviens en fait un peu sur la base de mon métier. Je ne sais pas si vous avez cette information-là, en tout cas je vous la partage. L'essentiel du travail des testeurs, c'est le ticket de bug. Ils s'entrent dans une base de données dédiée qui occasionnellement peut être intégrée à une suite de software de gestion de projet. Par exemple, Jira pour la suite Atlassian. Vous avez aussi Mantis ou Redmine. Cette base de données peut être remplie d'autres formats de tickets, tels que des tasks Epic ou Suggestions par exemple. Par conséquent, il est très probable que le contenu de la base de données va exponentiellement grandir et qu'il vous sera nécessaire de bien et rapidement filtrer les tickets selon le travail restant à faire dessus, leurs priorités, la fonctionnalité associée et plein d'autres critères. Par ailleurs, vous pouvez préparer des dashboards qui présenteront ces résultats sous toutes sortes de formats, de graphiques, de tableaux aux équipes et vous aidant ainsi à obtenir rapidement des informations sur l'état d'une feature. Il est aussi possible, dans ces bases de données, d'automatiser certaines tâches, comme par exemple l'entrée de nouveaux tickets, le remplissage de certains champs, l'évolution du statut d'un ticket ou par exemple sa priorité. Ça conclut un peu le travail de planification-organisation. Je vais parler maintenant de la documentation dans la pré-prod. Toujours en termes de mise en place, vous allez avoir donc les premiers vrais supports de test, donc les tests plans et les rapports. Et je vais aussi parler rapidement du travail à faire en termes de suivi régulier des documentations venant des autres équipes du studio. Donc déjà, ces tests plans, ils forment la base du travail des analystes. Ils détaillent l'ensemble des interactions possibles avec une feature ou un mode de jeu. Ils facilitent le suivi des rondes de tests en cours et ils permettent de pointer précisément l'emplacement de bugs. Si durant la conception, vous avez été en mesure de préparer un template de test plan que vos équipes internes et ou externes de QA peuvent utiliser, vous avez permis un tracking aisé de leurs avancements, que ce soit par le biais d'un export en PDF ou simplement avec un autre tableur qui référence les valeurs essentielles de chacun de ces test plans, alors vous facilitez la familiarisation de vos testeurs aux features et projets qui leur sont assignés. Il est bien évidemment envisageable que plus tard dans la production, vous créiez de nouveaux test plans pour des features qui viennent seulement de démarrer, d'ajuster le template de base si le test plan requiert un différent format, voire fusionner certains d'entre eux. Très important, il est essentiel de ne pas ignorer les recommandations faites par les analystes, qu'ils soient internes ou externes. Ils sont les premiers au courant du niveau d'implémentation d'une feature ou de sa stabilité et pourront vous renseigner rapidement si des changements sont intervenus dans le jeu sans qu'ils aient été communiqués de façon plus large. Ils peuvent aussi aider à détailler ou à rendre plus concis un de vos test plans selon la politique de votre équipe et le niveau d'implémentation de la feature. Je parlais très rapidement du suivi des autres documentations. Autant vos test plans doivent être dynamiques et mis à jour, autant dans la réalité de la production, les documentations venant des autres départements doivent l'être aussi, à commencer par les GDD. Comme évoqué plus tôt, l'actualisation fréquente de ces test plans, c'est crucial pour pouvoir identifier le contenu nouvellement implémenté qui nécessite d'être testé, celui qui est d'ores et déjà visible en build, mais qui est toujours en cours d'implémentation et qui n'est donc pas prêt à être testé, le contenu qui est inchangé, qui pourra nécessiter de nouvelles vérifications à une fréquence plus réduite, du contenu qui est par exemple obsolète ou disparu, ou le contenu de debug. Le travail de test en pré-production, qui sera très proche du travail de test en production. Côté développeur, il est préférable d'accorder quelqu'un... Alors pardon, excusez-moi, je vais vous présenter les parties vite fait. Faire l'accueil le long de la prod, débuter le dev testing et l'automatisation de tests. Côté développeur, il est préférable d'accorder quelqu'un à temps plein. Il est aussi possible de faire appel à une équipe externe qui s'occupera de faire le suivi quotidien ou hebdomadaire tout en gardant un suivi plus distant
C'est une méthode qui a pu faire ses preuves. Mais petit à petit, quand des feature teams vont se construire ou que le département QA sera appelé à l'aide par les autres équipes, le besoin de s'accorder pleinement au projet se fera ressentir. Le lead sera donc amené à renforcer cette équipe externe avec une ou plusieurs ressources en interne pour épauler et avoir des échanges day-to-day. Côté éditeur, c'est à la pré-prod que les leads arrivent sur le projet et c'est maintenant qu'ils vont se familiariser et déterminer la quantité de ressources qui doit s'y allouer. Excusez-moi. Généralement, il est rare de signer un contrat quand on est encore en phase de conception chez le développeur et qu'il n'y a pas de prototype qui a été produit. En termes de tests à effectuer, un nombre non négligeable d'entre eux ne seront pas pertinents à ce stade de la production. Là, ce que je préconise en pré-production, ce sont des smokes qui vérifient la fonctionnalité et la stabilité basique d'une feature, à chaque délivrance de nouvelles builds et de l'exploratoire, ainsi que des sanity sur les features à chaque fois que le besoin se fait ressentir. Pour rappel, à ce moment de la production, l'équipe interne au studio de QA a accès au moteur de jeu et n'est pas en obligation de passer forcément par des builds et peut directement travailler dedans. Également, pour habituer les équipes de développement à consulter la BDD de tickets et à les actualiser, je préconise grandement de garder aussi longtemps que possible une bonne hygiène et de régulièrement régresser vos tickets, c'est-à-dire vérifier qu'ils ne sont plus présents dans la build. Non seulement ça maintient une base de données propre, et ça n'ira clairement pas mieux en avançant dans la production, mais en plus, ça permet de faciliter le processus d'itération pour les designers et programmeurs que de savoir ce qui n'est pas stable dans leur travail. Très rapidement avec le dev testing, ça vous permet de vous familiariser avec le code du projet et donc de comprendre la logique. Ça vous permet de développer des testeurs qui connaissent mieux ces features. Et ça vous permet aussi d'établir des tools et des debugs qui vous seront utiles dans la production au fur et à mesure que les features se réitèrent. Enfin, l'automatisation de tests. En complément de l'automatisation de la production de build, de la délivrance de build, il est ingénieux d'envisager l'automatisation de certains tests comme les sanity ou les smoke. Ça peut inclure la vérification de la connexion au service de jeu, l'accès à certains modes, l'accomplissement d'un combat contre un ennemi basique pour vérifier les abilities, la complétion de contenu linéaire, etc., etc. On va passer à la production. Bien joué, vous avez fait une vertical slice. En termes de tests, vous allez poursuivre tous les tests que vous faites déjà en pré-prod, mais vous allez l'enrichir de nouvelles formes de tests que je vais rapidement vous présenter, et vous allez continuer le développement de tools et de debug. Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Ce qui a fonctionné pendant la pré-prod ou pendant la grande phase de production du projet précédent ne doit pas nécessairement être totalement repensé non plus, mais ça peut être utile de solidifier cette roue. Je vous ai listé certaines formes de tests. Je vous parlais par exemple du A/B testing qui va vous permettre de tester la même feature mais avec deux critères, un critère qui change de deux manières différentes pour vérifier l'impact sur la feature. Le black, gray ou white box qui en gros est un test qui a comme différence selon la couleur, à quel point vous êtes dans le moteur, en maîtrise du debug ou à quel point vous êtes proche de l'utilisateur final. Le monkey testing, qui est une forme de test qui vous incite à faire un peu n'importe quoi en termes d'input, à tenir la manette comme si vous étiez un singe. Les tests de charge, qui vérifient donc, comme je le disais, plutôt la stabilité, les fonctionnements des services en ligne. Les master checks, qui sont un check global de l'entièreté de la build de jeu avant une soumission. La compatibilité, qui vérifie donc les prérequis de la build pour votre PC, etc. Les asset banks, où vous vérifiez des assets produits par les équipes, que la collision est correcte, bref, toutes sortes de choses comme ça. Vous allez continuer à développer de nouveaux tools et de nouveaux debugs. Ils arrivent dès la pré-prod, mais avec les nouvelles itérations et les arrivées de nouvelles features, vous allez devoir les remettre à jour. Je vais vous donner des exemples de debug qu'on peut voir en prod. Ça peut être du cheat de variables, comme des gains d'XP ou de currencies, des téléports d'un niveau à un autre pour faciliter la progression dans le jeu. Ça peut être l'automatisation de l'error reporting. Ce sont des softwares externes third party qui peuvent se charger pour vous de remonter des logs d'erreurs que vous rencontrez, mais qui ne sont pas forcément visibles de l'utilisateur en jeu. Ou l'utilisation d'interactive map, par exemple, dans des open world qui vous flaguent clairement où se produisent le plus de bugs. En termes de documentation, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Ça va être des slides que je n'ai pas vraiment remplis en détail, mais vous allez maintenir vos supports à jour constamment et vous allez enrichir de nouvelles documentations. Sur ces nouvelles documentations, ça apparaît pas dommage, je vais inclure par exemple un glossaire qui vous donne tout le vocabulaire d'un jeu et des personnages que vous pouvez rencontrer par exemple. Ça peut aussi inclure la liste de debugs existants, la liste de tous les personnages, des dialogues, ce genre de choses.
En termes de planification et d'organisation sur la production, vous allez avoir l'allocation des ressources en interne et en externe, qui est vraiment la base du travail des project managers au day-to-day, l'organisation autour des versions console et les différentes demandes annexes proposées par les autres départements. L'allocation des ressources, c'est vraiment l'essentiel du travail d'un project manager. C'était une de mes tâches principales quand j'étais à Bandai sur Dark Pictures Little Hope et sur Project Cars 3. Typiquement, j'interagissais tous les jours avec les équipes qui étaient allouées à mes projets. Ils me donnaient chaque jour leur rapport de leurs avancements dans les test plans. En fin de semaine, je transmettais ces informations-là, ces rapports-là, à ma lead ou au producteur pour déterminer qu'est-ce qui pourrait être fait pour le sprint suivant ou la semaine suivante. Je vais vous faire une mise en scène très rapide, par exemple, de comment vous pouvez adapter votre allocation de ressources. Imaginons qu'un programmeur online sur un jeu online que vous faites décide de faire un fixe d'un certain mode de jeu et qu'en fait, le lendemain, vous allez voir sur votre outil de error reporting qu'il y a plein de logs qui commencent à apparaître, plein de nouveaux tickets qui commencent à apparaître. Et à ce moment-là, ça peut être essentiel d'appeler en renfort certaines de vos ressources pour rapidement redébug ce qui se passe avec ce mode de jeu-là. Les versions console, j'ai pas mis de texte, mais je vais essayer de vous le faire rapidement. C'est une sacrée prise de tête. Chaque nouvelle plateforme équivaut dans un premier temps à des besoins de tests supplémentaires qui nécessitent des bras supplémentaires, une division des ressources déjà présentes sur le projet entre les différentes plateformes. Vous devinerez logiquement que ce doit également être fait avec vos équipes externes, très probablement. Interviennent ensuite la mise à jour de test plan afin d'inclure les versions console, la commande de test et de dev kit, le maintien de ces kits à jour, la préparation de build console, le partage de ces builds aux équipes externes, bref, les questions de préparation de compliance aussi que j'évoquais plus tôt, et puis en fait le développement de connaissances en termes de performance console ou de fonctionnalité console qui généralement va pas mal aussi chez les programmeurs et chez les techs. Côté QA, nous sommes aussi touchés notamment par l'octroi de droits d'accès aux différents accès développeurs de ces first parties, au stockage et au setup des kits, à la création d'utilisateurs tests, ainsi qu'au suivi récurrent de la stabilité et de la performance de ces builds. J'imagine que vous comprenez mieux pourquoi certains studios font complètement outsourcer leur travail de portage console. En termes de demandes annexes, en fait, sur une petite partie du travail de compliance que vous n'aviez pas forcément prévu, le format physique, qui s'appelle les galettes, qui redemande de nouvelles formes de tests, qui généralement arrivent assez tard dans la production parce que vous n'allez pas faire votre galette sans avoir passé la gold. Des requêtes marketing, notamment qui peuvent nécessiter des records ou interagir avec du customer support, dont je vous parlais un peu rapidement après en post-launch, et puis du soutien aux producteurs et du suivi, par exemple, des services en ligne. Vous arrivez en post-launch, félicitations, vous avez sorti un jeu. Vous avez passé les soumissions pour l'app principale et probablement pour le patch Day 1. Maintenant, vous devez définir ce qui arrive pour la suite. Alors, pour les tests, vous allez continuer le contenu post-launch, le test de ces trucs-là. Comme avant, vous n'allez pas réinventer la roue, mais vous allez devoir faire un taf très précis que je vais citer après. Ça va être le stockage des comptes et des sauvegardes. Dépendamment de votre rythme de sortie de patch, cette nouvelle tâche reviendra à une fréquence plus ou moins récurrente dans vos rondes de test. Vous l'imaginez, il n'est pas déjà facile de modifier du contenu déjà sorti sans provoquer de nouveaux problèmes. Mais il est d'autant plus difficile de présenter du nouveau contenu sans apporter des modifications à ce qui est déjà existant et ainsi créer une dose encore supplémentaire de bugs. Je vais vous donner un exemple, si certains d'entre vous ont une bonne mémoire. Quand Overwatch, le premier, était sorti, un des trophées demandait une certaine performance avec le héros Mercy. Je crois que c'était Raze l'entièreté de votre équipe. Sauf que 6 mois après, ils ont décidé de changer totalement l'ult de Mercy et ce trophée n'était tout simplement plus débloquable. Ça, c'est vraiment le pire cas que vous ne devez jamais voir dans votre production. La responsabilité de la QA, et en fait ça rentre même dans la compliance, ça va être de vérifier que chaque nouveau patch de contenu reste compatible avec l'ensemble des comptes de jeu et des sauvegardes qui ont déjà été stockés. Deux intérêts rentrent réellement en jeu. Le premier, ça va être de réaccéder plus aisément à certaines portions de votre jeu, notamment si vous avez des campagnes, des modes solo, surtout quand on souhaite rapidement revérifier leur stabilité. Et le second, ça va être cette question de compliance, parce que c'est une règle que vos sauvegardes de version actuelle du jeu soient toujours compatibles avec les futurs patchs que vous allez sortir. Passer au travail de documentation au post-launch, vous allez valider les test plans. Évidemment, j'avais cité avec Dragon Ball FighterZ, le travail ne s'arrête pas le jour de la sortie. Elle peut continuer à se faire, ce travail-là, ce process QA, encore de nombreuses années plus tard.
Dans ce cas de figure, la majorité des méthodes et process que je vous ai décrits pour la pré-prod ou la prod restent valables. On ne va pas réinventer la roue. C'est le cas notamment pour les supports de test, mais qui vont quand même nécessiter quelques modifications cruciales que je vais vous mentionner ici. La validation pour chaque feature. Ce travail débute par la distinction du contenu d'une feature par release. C'est-à-dire que vous allez distinguer par exemple tout le contenu dans la version 1.0, la version Gold, du contenu dans sa version Patch Day 1. Ça voudra dire extraire tous les descopes de dernière minute, mais aussi noter ce qui a fail dans votre master check ou dans votre vérification du test plan en amont de la soumission. Identifier ces fails-là va vous servir pour un autre document dont je vous parler très rapidement qui s'appellera les known issues. Aussi, vous allez devoir renommer vos feuillets pour bien fitter la nomenclature de ces releases-là. Et vous allez vraiment définir le minimum syndical de vérification à faire pour chaque feature lors des futures rondes de tests prévues. Vous allez vouloir être concis, mais ne pas sacrifier l'essentiel de la feature pour autant. Et enfin, vous allez continuer à maintenir votre test plan à jour avec les prochaines modifications ou ajouts d'une fonctionnalité. Ensuite, vous allez produire un post-mortem. Idéalement, cette étape intervient après chaque milestone, mais réalistiquement, elle arrive généralement à la sortie du jeu. Son objectif est de réunir l'ensemble des points de vue, expériences et ressentis des équipes afin de constituer une sorte de vérité objective sur ce qui a été rencontré ou encouru, pour distinguer le fonctionnel du dysfonctionnel et déterminer ce qui pourra et devra être ajusté pour la fois suivante. C'est les résultats de ce post-mortem qui vous serviront en phase de conception pour les head-off de département QA, les leads, etc. Gare à vous, l'utilisation de post-mortem c'est crucial, mais comme un bon joker de Balatro, ça ne s'achète pas forcément après le moindre obstacle rencontré. Certains ajustements recommandés peuvent nécessiter une refonte bien trop macro de processus déjà acquis et ancrés dans les habitudes des équipes. Il serait donc contre-productif d'initier de grands changements à chaque projet, ou vraiment pire à chaque milestone, ou vraiment pire à chaque sprint. Et puis en plus, occasionnellement, tout se passe comme prévu, ou un pourcentage de fonctionnement qui ne nécessite pas de nouveaux changements. Et puis les équipes peuvent aussi ne pas ressentir le besoin de s'exprimer sur la production. Quel que soit votre département, parce que chaque voix individuelle ne peut forcément être écoutée en détail, lorsqu'il sera temps de faire ressurgir un compte-rendu de la production pour l'ensemble de votre équipe, il est essentiel que vous choisissiez bien vos batailles, quel que soit le profit que vous cherchez à tirer de ce post-mortem. Chez nous, côté QA, certaines parties de notre travail sont assez facilement quantifiables. Le nombre de test cases dans un test plan, le temps de complétion de ce test plan, le nombre de tickets existants, etc. Ces métriques-là, ils nous permettent d'adapter notre day-to-day. Donc on ne va pas évoquer notre day-to-day dans ces post-mortem. On va juste adapter les tests à ce qui est nécessaire pour une feature. Nous, on va plutôt servir des post-mortem généralement pour des sujets plus globaux comme la communication avec les autres équipes, la charge de travail, l'accès aux différentes documentations et la mise à jour de ces documentations-là, les requêtes annexes que j'ai pu citer rapidement avant, etc. Planification et organisation en post-launch. Déjà la répartition cross-projet. La boucle de production va se répéter. Vos analystes viennent de consacrer 6, 9, 15, 24 mois de leur carrière à un seul et unique projet et veulent de la chair fraîche. C'est le moment ou jamais de leur permettre, pour les plus assoiffés de responsabilité et de gestion, de devenir potentiellement associate lead ou de se spécialiser dans la compliance ou le dev testing. Ça peut être l'occasion de titulariser vos stagiaires qui auront bien appris à vos côtés puisque vous ne les aurez pas utilisés comme de vulgaires contractuels. Et puis c'est surtout le moment de repositionner vos pions. Tiens, un nouveau DLC a été signé avec les devs de ce projet déjà sorti. Un analyste a besoin d'aide sur la complétion du master check de la candidate d'un jeu et sa release date est prévue dans 4 ou 6 mois. Ou alors, l'équipe d'outsourcing dans cette région du monde que vous ne connaissez pas très bien a en fait les 2 prochaines semaines de férié. Et puis vous ne le saviez pas ou alors vous l'avez oublié. Et puis du coup, les smoke tests ne peuvent plus être complétés par vos équipes outsourcées et vous allez devoir les faire en interne. Toutes ces raisons-là sont des bonnes motivations pour réallouer vos ressources. Ensuite, ça va être la sélection de bugs pour les patchs. Vos patchs, normalement, vous les planifiez bien dans la roadmap et ils permettent notamment de fixer certains bugs qui ont été remontés par vos joueurs ou qui sont toujours présents dans la base de données. Ce que je parlais plutôt notamment les known issues. Quand vous préparez une release, et que vous avez un peu les résultats de tous vos tests, vous allez lister tous les tickets que vous savez être encore présents. Alors cette liste n'est évidemment pas exhaustive parce que les QA ne sont pas en capacité de tenter toutes les combinaisons possibles avec le jeu. Faites attention, ces known issues, ils ne seront pas communiqués aux joueurs, vous les gardez entre vous et avec les studios que vous outsourcez. Mais ce process de répondre aux questions du joueur vis-à-vis de ces bugs-là intervient juste après, je vous en parlais en Customer Support.
Ce Customer Support, c'est une tâche qui est vraiment essentielle. Généralement, elle se greffe au département marketing. Ces personnes-là s'occupent de faire la passerelle entre les joueurs et vos équipes de développement. Vos joueurs ils vont pouvoir reporter des bugs auprès de vos Customer Support Specialist Managers sous différents formats. Ça peut être un formulaire, ça peut être un forum, un Reddit ou pour les plus modernes, un serveur Discord. À minima, pour le partage et le tri de ces retours joueurs, il existe un tableur, un Google Sheets, et idéalement, potentiellement, une synchronisation entre le formulaire et votre base de données Jira QA, qui du coup crée de nouveaux tickets. Quand votre joueur va remonter un bug à votre Customer Support spécialiste, il va vérifier vos non-issues et il va s'assurer que le bug, enfin il va regarder dans la liste si le bug a été remonté par le joueur est déjà connu ou pas. Oui, il est déjà connu, il donne toutes les informations nécessaires sur quelle est sa gravité, comment on peut l'esquiver, est-ce qu'il va être fixé bientôt ou pas. Ou alors, en fait, s'il n'est pas connu, il va renvoyer dans un nouveau document à votre équipe QA l'ensemble de ces nouveaux tickets remontés par les joueurs. C'est très bénéfique le Customer Support pour les trois acteurs, les trois parties. Pour les testeurs, en fait, ils gagnent en confiance de la part du pôle marketing. Ils peuvent être identifiés comme des membres actifs ou des ambassadeurs de la communauté. Et ils en ont pour leur argent, vu qu'ils ont acheté votre jeu. Nous, côté testeurs, généralement, ça nous aide à prioriser sur les prochaines patchs, les prochaines releases, quels bugs on veut absolument faire sortir. Ça améliore donc la qualité du jeu et ça enrichit notre base Jira. Et chez les Specialist Manager Customer Support, en fait, ils maintiennent une position présente, ils embellissent un peu l'image du studio, ils fidélisent l'audience de joueurs avec qui ils interagissent et ils participent aussi à l'amélioration de la qualité du produit. Je vais arriver à ma conclusion. Il n'existe pas deux processus QA similaires dans une production. Et ce que j'ai pu vous raconter là en déjà 1 heure, ce sont des best practices que moi j'ai pu appliquer, que je souhaiterais appliquer ou qui furent appliquées par mes collègues de l'industrie. J'ai la sincère conviction qu'en donnant suffisamment de temps et de ressources à un département QA et en investissant tôt dans la production, les bénéfices se ressentent à tout moment, déjà au quotidien. Un département QA qui ne manque pas de ressources est un département qui ne force pas de calendrier de vacances. C'est un département qui n'est pas en crise en cas d'arrêt maladie et qui ne se retrouve pas non plus obligé à inciter ou obliger ses analystes à faire des heures sup. C'est un département qui se maintient en capacité de réagir au soudain et à l'imprévu, notamment en réallouant ses testeurs là où le besoin se ressent. Des bénéfices par sprint, avec un suivi actif et des processus bien en place. Le lead QA est en mesure de répondre aux autres leads ou producteurs la santé de chacune des fonctionnalités, ce qui lui semble prioritaire à réparer. Il garde donc une confiance absolue en ses équipes internes et externes, car il est au courant des avancements sur les test plans qui sont fréquemment remis à jour et reflètent fidèlement l'état de la build. Par milestone, car il y a un temps pour prototyper, un temps pour itérer, un temps pour polish. Les features ne sont pas toutes délivrées à leur état de finale de qualité au même moment, mais le département QA reste au courant du niveau attendu pour la prochaine milestone et est en mesure d'allouer le nombre de ressources suffisant pour l'atteindre, sans craindre de mettre une autre production ou une fonctionnalité en péril. Et enfin, par projet, une équipe QA en bonne santé, c'est une équipe qui développe les compétences de ses ressources, c'est une équipe qui s'attache au studio, même si elle vient à évoluer vers d'autres carrières, d'autres départements. C'est une équipe qui partage ses connaissances acquises sur chaque production et qui vient en aide aux autres équipes et n'a pas peur de recruter lorsque les besoins se font ressentir. Cette conclusion est évidemment idéaliste, mais parmi toutes les équipes QA dont j'ai pu faire partie ou avec qui j'ai collaboré, j'ai déjà été confronté à plusieurs de ces challenges et ils ne me sont pas non plus inconnus de mon réseau, de l'industrie, peut-être de vous et même des joueurs. Parmi ces équipes, j'ai aussi pu apercevoir des fragments plus ou moins importants de ce que je décris comme un département QA idéal, donc cette réalité n'est pas inatteignable, quelle que soit la taille de votre studio. Aidez les QA et nous vous viendrons proprement en aide en retour. Merci de m'avoir écouté. Il me reste 2 minutes, je vais faire très très vite. Je veux remercier ces personnes-là qui ont répondu à mes questions, même très peu de temps juste avant la presse. Je veux remercier mon partenaire Apolline Bétron et Valentin Serré qui est dans la salle qui a aidé vraiment à la dernière minute sur certaines de mes slides, même si bon, c'est pas encore dans son état final. Je vous remettrai rapidement le formulaire si jamais vous aviez des questions, des feedbacks à me donner. Je suis preneur, c'est la toute première conf que je fais. Vous avez mon Blue Sky, j'ai que 20 abonnés là-bas, s'il vous plaît, venez. J'ai mon Twitter, mais je vais bientôt lâcher Twitter, donc c'est plus intéressant. Et pour les autres trucs, en fait, on ne se connaît pas encore assez, donc je vais pas vous les filer. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci. J'essaie de voir la régie. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ou c'est... Faites-moi signe. Ok, la régie. Ah. On me donne pas les mêmes infos.
Je crois que c'est d'être, je vois des personnes faire des... Une question. Une question. Allez, une question. Qui a une question à poser s'il y en a? Ok, je cours. Monsieur là-bas. Salut, merci pour Salut. la conf. Très content de poser la seule question de la conférence. Merci. À un moment, tu as parlé de flag automatique de bugs dans les open world. Yes. Est-ce que tu peux préciser comment ça marche concrètement? Donc j'ai cité notamment les softwares d'error reporting. Il y en a un par exemple qui s'appelle Sentry, qui est aussi utilisé par exemple dans Disney+. En fait, il va récupérer des logs qui ne sont pas affichés sur ton application. Hein. Quand tu vas lancer Disney+, tu n'as pas les logs de tout ce qui se passe dans les services en ligne, etc. Et donc, tout le debug que tu as pu mettre en place qui pointe l'origine d'un problème, tu ne vas pas le voir sur ton utilisateur, mais tu vas le voir dans ton back-end. Et donc, Sentry fait ce travail-là d'identifier quand il y a des logs qui pointent qu'il y a un problème pour telle ou telle étape, même si ce n'est pas forcément visible pour l'utilisateur. Et cette connexion de Sentry peut se faire à certaines bases de données compatibles, je ne sais pas l'ensemble des bases de données qui fonctionnent avec, et du coup peut rentrer des tickets automatiquement qui va pointer les nouveaux problèmes qui ont été identifiés. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, mais du coup, à la fin, tu peux, dans ta base de données, voir genre dans quelle zone, par exemple, de ton open world, tu peux avoir plus de Ouais. Alors, bon là, cette error reporting que j'ai parlé, dont j'ai discuté, c'est pour plutôt des services, des features online. Okay. Il y a une conférence qui est gratuite normalement de la GDC, de la lead QA, si je ne me trompe pas, sur Horizon Zero Dawn, qui a donné l'exemple justement dont je parlais plutôt de la map de Horizon Zero Dawn qui flag les différentes zones de la map où il y a les plus gros problèmes. Je sais que c'est un truc qui se fait aussi à Ubi, mais bon, j'ai bossé sur Just Dance, donc j'ai pas eu l'occasion de voir ça. Il n'y a pas d'open world dans Just Dance. Pas encore. Mais du coup, tu peux flaguer normalement un asset, un mesh, un acteur dans ta scène et dire hey, il y a un problème là. Et du coup, tu as une map qui te displayera là où il y a lieu les problèmes. Et il y a même potentiellement une synchronisation avec ton Jira qui va te faire un ticket potentiellement même déjà préparé avec des infos déjà rentrées et qui va te dire hey, tel testeur a rencontré ce problème-là à cet endroit dans le jeu. Okay. J'ai vraiment pas, je suis désolé, hein, je fais pas tant que ça un retour d'XP, j'ai trop mis dans ma presse, s'il vous plaît, par pitié, dans vos projets et dans vos présentations, descoper, hein, moi je l'ai pas fait, mais ce sont des choses qui sont très facilement visibles dans vos productions. Je sais pas quel sera ton post futur, mais tu verras facilement ces intégrations-là.